Nous revoilà pour la lecture linéaire proprement dite du dénouement d'Andromaque. Je vais essayer d'être la plus concise possible parce que vous allez voir qu'il y a de nombreuses choses à retenir, de nombreux éléments importants dans cette analyse. Donc évidemment, crayon en main et vous notez au fur et à mesure ce qui vous semble ou ce que je vous indique être le plus important à retenir. Nous commençons évidemment par l'identification des mouvements. Voilà ce que je vous propose, qui n'est évidemment pas la seule possibilité. Je retiens la fin de la réplique d'Oreste et la réplique de Pylade pour mon premier mouvement. Il s'agit du début du délire halluciné d'Oreste avec l'apparition des enfers sur la scène, ou en tout cas dans le discours qui se tient sur scène. Deuxième mouvement, le début de la deuxième réplique d'Oreste, qui est caractérisé par l'apparition de Pyrrhus à qui s'adresse désormais Oreste. Troisième mouvement, la fin de la réplique d'Oreste, qui est caractérisée par l'apparition d'êtres surnaturels féminins, Hermione qui revient d'entre les morts, et puis d'autres, les filles de l'enfer, sur lesquelles nous reviendrons plus tard. Et enfin, le dernier mouvement, la réplique de Pylade, avec ces mots de la fin qui lui sont réservés et le retour de la raison sur la scène. On commence par les faits remarquables du premier mouvement. Alors, on a ici le début, donc on l'a dit, du délire halluciné. Vous avez un personnage en scène qui voit apparaître, mais il est seul, à moins que le metteur en scène décide de faire apparaître sur la scène ce qu'il voit. La nuit, des ruisseaux de sang, le froid, d'où vient que je frissonne. On a ici une mise en scène par les mots des enfers. Alors les enfers, je le rappelle simplement, hein, c'est dans la mythologie le lieu souterrain qui est le séjour des morts, les gentils comme les méchants, au contraire de ce que présentent les religions plus actuelles. Tous les morts séjournent dans un lieu souterrain qui est gardé par un chien à 3 têtes qu'on appelle le cerbère. Et ce lieu souterrain est séparé du monde des vivants par un fleuve, le Styx. Dans ces enfers, il y a plusieurs villages, plusieurs lieux, selon que vous soyez, dirait La Fontaine, mais là c'est pas puissant ou misérable, c'est selon que vous soyez gentil ou que vous ayez été gentil ou méchant, vous allez dans différents endroits des enfers. Dans ces endroits, on retient le Tartare, qui est le lieu réservé aux pires criminels, et dans lequel on a en particulier des nappes d'eau, des fleuves, des étangs extrêmement inquiétants, faits de boue, de poisse, voire, selon les écrits, de sang. D'où les ruisseaux de sang coulent autour de moi, dans le dernier vers d'Oreste. Donc ici, on a une punition divine du personnage, et la façon dont il entre dans un délire, donc il devient fou. Donc cette punition, c'est cette folie à laquelle s'ajoute une représentation des enfers qui est très inquiétante et qui est propre évidemment à susciter la terreur du spectateur. Deuxième remarque, l'inquiétude et l'effroi du personnage. Vous avez dans cette réplique de nombreuses exclamations qui sont toujours le fait d'une émotion vive. Vous avez des interrogations, des phrases très courtes. Vous avez une apostrophe qui en appelle au Dieu dans le dernier vers de la réplique. On est donc dans un registre pathétique, c'est-à-dire qui essaie de susciter une émotion chez le lecteur, chez le spectateur, et cette émotion ici, évidemment, c'est la pitié pour le personnage d'Oreste. Et enfin, on remarque que nous avons ici les mêmes personnages que dans l'exposition. Donc la pièce, elle a ce qu'on appelle une structure circulaire, elle revient sur elle-même, et cette structure circulaire, elle va souligner l'enfermement. Alors l'enfermement, c'est quoi? Ben, c'est le fait que le personnage d'Oreste, finalement, depuis le début, il n'a aucune issue favorable possible. Quand il vient chercher Hermione, finalement, il peut se passer deux choses. Soit elle le refuse et il est malheureux, soit elle l'accepte et il échoue sa mission politique, donc il est encore dans une option défavorable. Et c'est ce qu'on appelle le tragique, le fait que
le personnage n'a pas d'issue positive. Donc, structure de la pièce qui souligne ce tragique. Le deuxième mouvement, le début de la deuxième réplique d'Oreste, il s'adresse donc ici à Pyrrhus. On est toujours dans la vision hallucinée, d'autant plus que Pyrrhus apparaît percé de tant de coups, donc on imagine, nous, spectateurs ou lecteurs, le corps mutilé, percé, mis en scène par le discours du personnage. Donc la volonté de Racine, c'est bien ici de plonger les spectateurs dans un sentiment de terreur. Alors il faut peut-être que j'explique le terme de terreur en quelques mots. La terreur est un peu différente de la peur dans la mesure où la peur me pousse à réagir. Un chien s'approche, j'ai peur, je vais crier, courir, sauter sur place, faire quoi que ce soit, mais faire quelque chose. La terreur, c'est une peur un peu plus poignante qui m'ôte toute possibilité de réaction. Si je suis terrorisée face à un chien, ça veut dire que je vais me retrouver dans la situation où je suis incapable d'agir, je suis purement de la peur. Donc ici, c'est bien la volonté de Racine, hein, de nous plonger dans une terreur particulière face à ce discours. Terreur parce que le personnage devient fou et terreur parce que ce qu'il dit est inquiétant. Deuxième remarque, c'est évidemment que les morts reviennent hanter Oreste, il est poursuivi par son crime, donc la première idée qu'on pourrait avoir, c'est que Racine essaie de nous faire partager, de susciter en nous de la pitié pour le personnage d'Oreste. Sauf que cette hypothèse, elle est invalidée par les vers suivants. Elle ne tient pas la route, cette hypothèse, parce que Oreste confirme son erreur passée. Il parle d'un rival qu'il abhorre, c'est-à-dire qu'il déteste, il réaffirme sa haine, et quand il dit « Tiens, tiens, voilà le coup que je t'ai réservé », on a finalement une réaffirmation du meurtre. C'est comme s'il refaisait le meurtre dans sa folie. Et la répétition du verbe « tiens », tenir, « tiens, tiens », elle souligne cette répétition du meurtre. Hein, c'est une répétition symbolique du meurtre. Donc, ce personnage qui inspirait la pitié plus haut, il inspire maintenant chez le spectateur la terreur. Sa folie l'enferme, sa folie l'enferme dans cette erreur qui consiste à être allé au bout de ce qu'il voulait, c'est-à-dire Hermione, sans se soucier finalement des conséquences de ce qu'il faisait, ou bien c'est cette façon qu'il a eue de ne pas être capable de sortir de l'erreur qui l'enferme dans la folie. En tout cas, on a ici un personnage qui tout d'un coup inspire la terreur. Par commodité, j'ai découpé le troisième mouvement en deux parties, sans quoi ma diapositive aurait été un petit peu surchargée. Donc pour la première partie, je retiens simplement les trois premiers vers de ce troisième mouvement, dans lesquels on voit apparaître le personnage de Hermione. Donc, on continue la vision hallucinée, le récit de la vision hallucinée d'Oreste. On peut remarquer que ici, Hermione est une punition imposée à Oreste. Elle embrasse Pyrrhus, elle le protège, l'arraché au cou qui le menace, et elle signifie sa haine pour Oreste. Quels affreux regards elle jette sur moi. On voit qu'il y a une gradation ici du moins important ou du moins fort au plus fort. C'est-à-dire que ce qui est le pire pour Oreste, c'est que Hermione le déteste. Vous avez dû remarquer également que dans ce mouvement, le vers final, dans le vers final de ce passage du mouvement, Dieu, quels affreux regards elle jette sur moi, c'est une reprise presque à l'identique d'un vers du premier mouvement, Dieu, quel ruisseau de sang coule autour de moi. On a donc une mise en valeur ici de ce qui est la pire des punitions pour Oreste. Oreste est condamné 2 fois et puni 2 fois dans cette scène finale de la pièce. Une première fois parce que il est condamné aux enfers et une deuxième fois parce que il est condamné à la haine d'Hermione. Or, pour Oreste, si on considère qu'ici on a une gradation, c'est-à-dire qu'Oreste voit tout
d'abord les enfers, c'est une punition, ça l'embête effectivement. Et puis ensuite la punition la pire, c'est-à-dire la haine d'Hermione. Alors ça veut dire que de nouveau, Oreste est en train d'inverser la hiérarchie logique, naturelle, je mets aussi des guillemets à naturel, des choses. Pour Oreste, il est pire d'être haï par Hermione que d'être condamné pour l'éternité aux enfers. Donc, on est d'accord qu'on est ici face à un personnage qui va privilégier finalement ses sentiments, ses désirs, ce qu'il veut, c'est-à-dire l'amour d'Hermione depuis le début de la pièce, à toute logique, à toute raison. En faisant cela, Oreste finalement considère que sa personne est suffisamment importante pour que ses désirs justifient une inversion des valeurs. Il a considéré qu'il était une personne suffisamment importante pour que sa mission amoureuse passe avant sa mission politique. Il a considéré ensuite que sa personne était suffisamment importante pour que elle justifie l'assassinat de Pyrrhus. Et il considère maintenant que sa personne est suffisamment importante pour que la haine de celle qu'il aime soit plus importante que la punition des enfers. Donc ici, il fait preuve de ce que j'ai indiqué en gras en bas de votre diapositive, de ce que l'on appelle l'hubris. Donc le Y ici se prononce U puisque c'est un mot grec que l'on reprend. L'hubris, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui la démesure. C'est assez proche d'une trop haute considération pour soi-même. Et l'hubris, c'est ce qui fait que le héros tragique est toujours puni. Parce qu'il ne reste pas à sa place et qu'il a la volonté d'obtenir ce qui n'a pas été fait pour lui. Je m'intéresse à la deuxième partie du troisième mouvement. Et ici, vous voyez qu'on voit apparaître des filles d'enfer. Les filles d'enfer, c'est ce que les Romains appelleront les furies, des divinités persécutrices. Je vous les mets ici, c'est une représentation antique des furies. Alors les furies, ce sont des personnages féminins qui sont en général représentés sous la forme de femmes ailées, avec les yeux, alors c'est pas évident sur l'image que je vous mets, mais avec les yeux injectés de sang et des serpents qui s'enroulent autour de leurs bras et dans leurs chevelures. Et elles viennent persécuter les criminels, les méchants. Donc ici, on a une poursuite de la vision hallucinée avec des images apocalyptiques qui se multiplient. On a les démons, les serpents déchirés, mon cœur a dévoré. C'est le supplice d'Oreste qui est mis ici en scène. Et évidemment, ici, on retrouve la terreur, à la fois la terreur du personnage et la terreur du spectateur ou du lecteur. Puisque là, on voit la punition se profiler et ce que va être l'éternité désormais pour Oreste. Mais de nouveau, on a un personnage qui revient à ses erreurs passées. Laissez faire Hermione, dit-il aux Furies. En utilisant l'impératif, il se place en donneur d'ordre face à des semi-divinités, à des divinités auxquelles il n'a évidemment pas à donner d'ordre. Donc encore une fois, il fait preuve d'hubris, ce qui confirme ou justifie sa punition, pardon. Vous remarquez le vers « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?» Je vous invite à essayer de le prononcer. C'est un des vers les plus connus du théâtre français. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Vous avez ici évidemment une allitération en S, elle ne vous échappe pas, qui va imiter le son du serpent. Ah bah tiens, moi aussi j'ai imité le son du serpent en écrivant ça. Alors quand une allitération imite le bruit que fait ce dont on parle, ici, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes, imitent le son du serpent dont il est question dans le discours, on parle d'une harmonie imitative. Ça aussi, je vous demande de le retenir, c'est donc une allitération qui imite le son de ce dont il est question.
Vous remarquez le veau. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Oreste s'adresse aux filles d'enfer, aux furies. Donc évidemment, les serpents sifflent sur les têtes des furies. Mais on est au théâtre. On est au théâtre et donc Oreste fait face au public. Et en disant « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?» il inclut finalement le spectateur dans son discours. Il y aurait au-dessus de la tête des spectateurs des serpents. Non pas que les spectateurs se transforment en furie, mais que finalement la possibilité d'une punition divine pour hubris pèse aussi sur le spectateur. Donc ce faisant, finalement, Racine parvient à installer un climat de terreur à la fois sur la scène avec Oreste, mais dans la salle. Quatrième mouvement, c'est donc la réplique de Pylade. Vous remarquez tout d'abord le dernier vers, s'il reprenait ici sa rage avec ses sens, s'il reprenait ses sens, ça suppose un évanouissement d'Oreste. Donc l'acmé de la folie, le point culminant de la folie, Oreste s'évanouit sur scène. Symboliquement, c'est une mort. Alors il n'est pas mort, mais symboliquement, c'est la mort d'Oreste dans la mesure où il est devenu un pauvre fou qui va errer, persuadé d'être aux enfers jusqu'au moment où il va vraiment y aller parce qu'il mourra de vieillesse. Deuxième remarque, le ton de Pylade qui va rompre avec celui d'Oreste. Ici, on a un discours qui est structuré. Ça commence par un constat. Il perd le sentiment. Il y a une maîtrise de soi. On a l'emploi de l'impératif. Ménageons, sauvons-le. Ça veut dire que Pylade va prendre les choses en main. Il devient celui qui dirige. Il dirige à la place du dirigeant, finalement. C'est donc un retour sur la scène de la logique et de la raison, qui sont incarnés par le personnage de Pylade. Ce retour de la raison, c'est la victoire de la raison. Pylade va s'occuper désormais de Oreste. Il va devenir donc celui qui est non pas le grand vainqueur parce qu'il perd son ami, mais en tout cas celui qui s'en sort pas mal dans la pièce. Et cette victoire de la raison, ça souligne l'échec de la déraison, de l'hubris, de la démesure. Oreste, désormais, c'est plus vraiment Oreste, c'est un pauvre fou. Et on a ici une mise en scène qui, dans ces derniers instants, rend la parole à la raison, de façon à souligner les dangers, finalement, de la déraison et la punition de celui qui fait preuve d'hubris. Encore une fois, ça doit permettre d'inquiéter les spectateurs. Il faut maintenant trouver une problématique. Je vous propose de ne pas arrêter tout de suite la vidéo. On reprend ensemble les acquis de cette analyse et puis je vais introduire un terme que j'aimerais retrouver dans votre problématique. Alors, les principales découvertes de l'analyse. On a une scène qui est le récit d'une vision apocalyptique. On a une scène qui mêle la pitié et la terreur. Alors, je ne parle pas tellement de la pitié et de la terreur du personnage, mais plutôt la pitié et la terreur que la scène suscite chez le spectateur. Et puis enfin, on a la fin d'un héros tragique. C'est une mort symbolique, la folie. J'introduis maintenant un terme que je vous demande de noter et de retenir absolument parce que vous en aurez besoin encore souvent, ne serait-ce que l'année prochaine. C'est le mot catharsis. La catharsis, c'est une purge au sens médical du terme. Vous savez, quand on purgeait les gens, donc on leur retirait une partie du sang pour les purifier. C'est une purification, voilà. Au théâtre, la catharsis, c'est le fait de libérer le spectateur de ses passions en les représentant sur scène. C'est-à-dire qu'on va considérer que de mettre sur scène un personnage atteint d'hubris et emprisonné dans des passions qui le dépassent, c'est-à-dire Oreste. Sa passion amoureuse le dépasse, il est emprisonné par celle-ci au point de faire preuve d'hubris. Comme il va finir de façon dramatique et que le spectateur va assister à cette fin,
et que cette fin va lui inspirer à la fois de la pitié et de la terreur, il va être en quelque sorte libéré de ses propres passions. C'est un petit peu difficile à comprendre cette libération par la représentation, mais je vais vous donner un exemple très clair. Quand vous êtes très malheureux, parce que vous avez un gros chagrin d'amour, d'amitié, de n'importe quoi. En général, ce que vous faites, ce que nous faisons tous, c'est que nous nous enfermons et nous allons chercher des musiques encore plus tristes que notre propre tristesse. Pourquoi? Parce que le fait de s'enfermer, d'aller écouter des chansons qui vont hurler à quel point on est malheureux, triste et désespéré, ça nous met en quelque sorte en position d'aller au bout de notre souffrance, c'est-à-dire au bout de notre passion du moment. Non. Je vous rappelle que passion, c'est étymologiquement la souffrance, ce qui fait souffrir. Donc, je me mets dans ma chambre, j'écoute Céline Dion à fond, et là, la douleur, la souffrance de Céline Dion va se mêler en quelque sorte à la mienne et va me purger de ma propre tristesse. Si bien qu'au bout d'un moment, j'arrête Céline Dion, je sors de ma chambre et je vais tellement mieux. Eh bien, la catharsis, c'est exactement ce phénomène. Le fait de partager, de voir la souffrance, les excès d'un autre, finit par me débarrasser, me purger des miennes. Bon, je ne sais pas si Céline Dion a imaginé un jour être prise en exemple pour illustrer la notion de catharsis dans la tragédie, mais tout a un début. Et la catharsis, pour revenir à elle, c'est le but final de la tragédie. Toute tragédie, et je n'avais pas encore prononcé le nom à bon escient, toute tragédie, puisque nous sommes dans une tragédie, toute tragédie a pour but la catharsis du spectateur. Maintenant, je vous laisse arrêter la vidéo, réfléchir à une problématique et vous revenez à moi ensuite pour voir ce que je propose. La problématique que je propose donc est la suivante. En quoi le dénouement d'Andromaque permet-il la catharsis par le récit d'une vision apocalyptique? Vous voyez que je ne fais rien d'autre que ce que j'ai toujours fait pour les problématiques. Je reprends les principaux acquis de mon analyse linéaire et puis j'essaie d'en faire une question qui regroupe toutes ces découvertes. Nous avons terminé pour aujourd'hui. La séance était assez dense. J'espère que vous avez réussi à suivre, que je ne vous ai pas trop accablé de notions, de remarques. L'avantage de la vidéo, c'est que vous pouvez m'interrompre et me remettre en marche quand bon vous semble. Vous pouvez même revenir à cette séance si elle a été un petit peu difficile. Demain, ce sera beaucoup plus léger. Vous finirez la semaine avec une séance un petit peu plus facile. Donc, je vous retrouve demain à 9 h devant le blog.